des Dardanelles, entre la Méditerranée et la mer Noire. Il ne parlait plus que de ça. L'idée, c'est de faire une sorte de passage entre la mer Méditerranée, où la Grande-Bretagne règne pratiquement sans partage, et la mer Noire, où se trouvent enfermées les flottes russes. Et établir donc un contact qui permettrait donc de soulager les Russes qui sont à ce moment-là en difficulté. L'opération a démarré le 19 février 1915. Ce fut un échec retentissant. Un massacre qui coûtera 150 000 vies à l'Empire britannique. Pour la première fois, j'ai vu mon mari s'effondrer. Clémentine dira qu'il a été hanté toute sa vie par l'échec des Dardanelles. À ce moment-là, il a perdu ses cheveux, Winston. Si vous regardez les photos, il en a avant, il n'en a plus après. Et Clémentine dira, j'ai cru qu'il allait mourir à ce moment-là. Winston a dû démissionner du gouvernement. Nous avons quitté le palais de l'amirauté. Nous n'avions pas d'argent, alors nous nous sommes installés chez le frère de Winston. Pour nous, ce fut une période très difficile. Je devais soutenir mon mari. J'ai écrit au Premier ministre. « Pourquoi vous séparez-vous de Winston? Avez-vous perdu confiance dans son travail et dans ses capacités ?» Elle a écrit une lettre au Premier ministre, incroyable en fait, en disant que c'est la plus grosse erreur que le gouvernement ait fait depuis le début de la guerre, c'est de limoger Winston qui seul était capable de se battre contre les Allemands. Elle le défend becs et ongles. Elle l'aime, hein, elle l'aime et elle croit en lui. Après la tragédie des Dardanelles, il s'est mis à peindre. Il a commencé avec la boîte de peinture de son fils, c'était de l'aquarelle. Il a décidé que ça n'était pas pour lui. Il est passé à l'huile, et puis il a acheté tout le matériel. S'il était stressé, il ne prenait pas de cachet, il peignait un tableau. En Angleterre, comme partout en Europe, pour nous les femmes, la situation est devenue très compliquée. Le nombre de mères et d'épouses en deuil augmentait chaque jour. Beaucoup d'entre nous ont participé à l'effort de guerre. Clémentine va s'occuper des cantines pour ces femmes qui se sont engagées dans les usines. Et elle va devenir très populaire à ce moment-là. Elle est très bonne organisatrice. Mon mari est parti combattre dans les tranchées des Flandres. Il prend le commandement d'un bataillon avec le grade de colonel. Je lui ai écrit quelques heures après son départ. J'ai découpé dans le Daily Mirror une merveilleuse photo de vous en uniforme, prise juste au moment où vous quittiez la maison. C'est comme ça que je vous vois, disparaissant dans le brouillard et la boue des Flandres, sans espoir de retour avant longtemps. C'était son rêve d'aller sur le front, parce que c'est là qu'il y a du danger, parce que c'est là qu'on pouvait faire quelque chose. On lui a proposé de s'installer au quartier général, mais il m'a écrit qu'il préférait être dans les tranchées. Il faut toujours le retenir pour qu'il ne se mette pas dans des situations invraisemblables. Et curieusement, lui ne se cache jamais, va vers les endroits les plus dangereux et n'est jamais atteint, alors que les autres, en général, se plient en deux, se camouflent, s'abritent, et eux sont blessés ou tués. Et même dans les tranchées, mon homme reste le même. Veux-tu m'envoyer 2 bouteilles de mon vieux cognac et une bouteille d'alcool de pêche? Il serait bon que cet envoi se répète à intervalles de 10 jours. J'ai dû lui envoyer de l'alcool durant tout son séjour sur le front. Il lui fallait toujours ce qu'il y avait de meilleur. Certains chercheurs se sont amusés à calculer le nombre de bouteilles de champagne qu'aurait consommé mon mari entre 1908 et 1956. Ils sont arrivés à un total de 42 000. Heureusement, je sais qu'il ne les a pas bu seul. La paix est enfin venue. Le 11 novembre, nous avons fêté l'armistice ensemble. Big Ben a sonné les 11 coups de 11 heures. Nous avons dîné à Downing Street avec le Premier ministre Lloyd George. 3 jours plus tard,
j'ai donné naissance à notre troisième fille, Marigold. Elle est rousse, c'est le portrait craché de son père. Mais comme le dit Lloyd George, tous les bébés ressemblent à Winston. Cette année-là, nous avons célébré nos 10 ans de mariage, chacun de notre côté. Mais il m'a envoyé une lettre. C'est là une longue étape sur le chemin de l'existence. Pensez-vous que nous avons été moins heureux ou plus heureux que la moyenne des couples mariés? Ils ne passent pas leurs vacances ensemble. Elle, ce qu'elle aime, c'est aller nager au bord de la mer avec ses enfants, ce que Winston déteste cordialement. Le premier jour, il construit un château de sable et puis le lendemain, il s'ennuie déjà. En plus, il ne supporte pas les coups de soleil, il est roux. 2 semaines après l'armistice, le Parlement a été dissous. Des élections législatives ont eu lieu. Le 14 décembre 1918, comme 8 millions de femmes de plus de 30 ans, j'ai voté pour la première fois. 2 femmes ont été élues au Parlement. En février 1921, Winston a été nommé ministre des colonies, responsable pour le Moyen-Orient, l'Inde et l'Afrique. L'empire sur lequel le soleil ne se couche jamais. Pour la première fois, j'ai accompagné mon mari dans un voyage officiel. Nous sommes allés au Caire, puis à Jérusalem, où Winston avait organisé une conférence pour jeter les bases de l'État d'Israël. À cette occasion, j'ai fait la connaissance de Laurence d'Arabie. Il nous a emmenés visiter les pyramides et la vallée du Nil. Churchill a une grande admiration pour les grands bonshommes. Laurence d'Arabie était tout petit, mais c'est un grand bonhomme. En plus, Laurence d'Arabie était un très bon écrivain, les 7 piliers de la sagesse, et Churchill avait aussi une immense admiration pour les grands écrivains. Winston l'a discrètement recruté dans ses services. Mais cette année qui avait bien commencé va se transformer pour nous en année noire. Le 23 juin, la mère de Winston est morte. Au mois d'août, Marigold a attrapé une bronchite. Le 22, elle a été emportée par une septicémie. Elle allait avoir 3 ans. Marigold est morte et ça a tout changé. C'était un choc énorme pour eux. La tristesse, le désastre. Pour cacher son chagrin, mon mari s'est immergé encore plus dans la politique, dans la peinture, mais aussi dans le jeu. Quant à moi, j'ai toujours gardé une photo de Marigold sur mon bureau. En 1922, Winston a fait l'acquisition de la maison de Chartwell, dans le Kent. Chartwell allait devenir notre maison de famille pour les 40 années à venir. Winston avait décidé de me faire la surprise. Seuls nos enfants étaient dans la confidence. Clémentine sera furieuse et elle dira qu'en 56 ans de mariage, c'est la seule fois où Winston ne lui a pas dit la vérité. Chartwell est construit sur une colline et il avait creusé une série de mares et de cascades qui se déversaient dans un lac. Nous allions nourrir les poissons avec mon grand-père. Il plantait des arbres, il creusait un étang, il faisait un bassin pour ses poissons rouges, il avait une ferme pour ses papillons, il achetait des animaux. C'est le nid qu'il a toujours voulu avoir. Avant Chartwell, il n'a jamais eu de logement fixe. J'étais à nouveau enceinte. J'ai télégraphié à Winston. « Oh, mon doux Pig chéri, j'ai tellement envie que tu sois ici. Je me demande si le prochain aura les cheveux roux. Qu'est-ce qu'on parie, rouge ou noir ?» Le 15 septembre, j'ai donné naissance à Mary. Elle sera notre dernière fille. Winston n'était plus au gouvernement depuis 1929. Il était en pleine traversée du désert. Sa fameuse traversée du désert, c'est un désert quand même très occupé. Il écrit énormément, c'est ce qui lui permet de vivre.
N'oubliez pas qu'il a un train de vie absolument monstrueux. Et c'est lui qui dit « J'ai des goûts très simples, je me contente toujours de ce qu'il y a de mieux ». Le 12 septembre 1932, nous avons fêté nos 25 ans de mariage. À cette occasion, le peintre William Nicholson a réalisé un tableau pour nous. On nous voit en tête-à-tête à la table du petit déjeuner à Chartwell. Mon mari a un journal à la main et le chat de la maison est assis au milieu de la table. C'est une image idyllique. Ils ne prennent pas leur petit déjeuner ensemble et Winston dira toujours que c'est le secret de la longévité de leur couple. Au début des années 30, les nuages ont commencé à s'amonceler sur l'Europe. En Allemagne, aux élections de septembre 1930, les nazis sont devenus le deuxième parti du Reichstag, avec à leur tête un certain Adolf Hitler. Winston a été le premier à percevoir le danger. Il a lu Mein Kampf et surtout, en 1932, il est allé en Allemagne. Il a vu défiler les SA, les milices du parti nazi. Les nazis ne sont pas encore au pouvoir. Mais il a vu ce que c'était qu'une Allemagne militarisée qui commençait à se militariser et il a compris que le danger venait de là. À Chartwell, nous avons commencé à réunir autour de nous des hommes politiques qui étaient hostiles à Hitler. Notre maison est devenue le QG d'une véritable coalition anti-nazie. Léon Blum, le chef des socialistes français, faisait parfois partie des convives. On le voit sur cette photo à côté de moi, cigare à la main. Les gens venaient depuis l'Allemagne et toute l'Europe pour lui dire ce qu'il se passait, ce qu'Hitler faisait. Il était mieux informé que le Premier ministre et le gouvernement. Il comprenait que petit à petit, la Wehrmacht devenait de plus en plus puissante, que l'aviation allemande risquait d'être supérieure à l'aviation britannique, que les Allemands construisaient des gros cuirassés, donc tout ça était dangereux pour la sécurité britannique. Mais personne ne voulait entendre ce qu'il avait à dire. Ils avaient décidé que la Première Guerre mondiale serait la dernière. Et pour eux, Winston n'était qu'un va-t-en-guerre. Il était Cassandre. Pendant 6 ans, il a constamment rappelé de manière acharnée contre toute la classe politique britannique qu'on ne pouvait pas s'accommoder du régime nazi. On commence à comprendre que c'est lui qui a raison quand Hitler envahit ce qui reste de la Tchécoslovaquie. Quand ensuite il menace la Pologne, alors là ils comprennent qu'en fait il veut toute l'Europe. On a enfin compris que mon mari avait raison. Une campagne a été lancée dans la presse pour demander le retour de Winston au gouvernement. L'armée britannique a été mobilisée. Par crainte des bombardements, le gouvernement a ordonné le blackout des villes anglaises pour les rendre invisibles à l'aviation ennemie. Le 1er septembre, les troupes allemandes ont envahi la Pologne. Le 3, l'Angleterre est entrée en guerre. Winston a été rappelé à l'amirauté. Les conservateurs, bon gré mal gré, se sont dit bon, on va prendre Winston, puisque au fond, c'est lui qui avait raison. Il y a un télégramme qui circule sur tous les navires britanniques. Winston is back. Winston revient. Dès le 3 septembre, Göring, sortant du bureau d'Hitler, dit Churchill est entré dans le cabinet de guerre, c'est que la guerre va commencer pour de bon. Parce que même en Allemagne, on sait qui est Churchill. Nous avons emménagé dans l'appartement de fonction que nous avions occupé autrefois. La bibliothèque s'est transformée en salle du conseil de guerre. Winston travaillait 20 heures par jour. Il a entrepris une tournée des bases navales. Je l'accompagnais tout le temps. Dans cette guerre, je savais que mon mari avait besoin de moi. Tout comme nous avions besoin de lui. Elle a confiance en lui, en fait. Elle l'a soutenu. Elle le soutient dans cette guerre dont l'Angleterre ne veut pas. Les 3 filles se sont engagées dans les services armés. Ma mère dans la marine, ma tante Sarah dans l'aviation et tante Mary dans l'armée d'infanterie. Le 10 mai 1940, le gouvernement a démissionné. Winston m'a téléphoné. Il m'a annoncé qu'il avait été appelé à Buckingham Palace pour devenir Premier ministre. Il est
totalement, pleinement Premier ministre. Et comme il le dira, il avait l'impression que toute sa vie avait été une préparation à ce moment-là. Quand il sort en tant que Premier ministre, il est acclamé par la foule. Et donc il fait un grand sourire, il sort son cigare, il a l'air pleinement heureux. Et puis il sort du ministère, et là il s'accoude contre un mur, et il commence à pleurer. Et son aide de camp lui dit « Mais enfin, Winston, il se passe ?» Et il dit les pauvres gens, ils m'acclament, et je n'ai que des défaites à leur offrir pendant très longtemps. » Le 13 mai, j'ai assisté au premier discours de mon mari devant le Parlement en tant que chef du gouvernement. I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat. Le lendemain, les panzers allemands ont percé le front à Sedan. Le 28 mai, la Belgique a capitulé. Winston a lancé l'opération Dynamo, l'évacuation de la poche de Dunkerque. En quelques jours, 338 000 soldats britanniques ont été rapatriés en Angleterre dans l'attente d'un débarquement allemand qui semblait inévitable. Winston a fait un discours devant le Parlement que tous les Britanniques ont entendu. Pour tous, mon homme est devenu le lion. We shall defend our island, whatever the cost. We shall never surrender. Il faut une mentalité de guerre. Il est toujours « vous allez en baver, mais on va s'en sortir ». C'est impressionnant, une assurance pareille. Une fois de plus, j'ai vu mon mari emporté par le torrent de l'histoire. Je peux à peine lui parler et je communique avec lui par des notes. Au début de la guerre, quand il a été nommé Premier ministre, en 1939, il est devenu très abrupt avec ses collaborateurs. Ma grand-mère lui a écrit qu'il devait faire attention à son comportement. Quelqu'un de ton entourage est venu me voir et m'a dit que tu courais le risque d'être universellement détesté par tes collègues et subordonnés du fait de ton comportement rude, sarcastique et arrogant. Mon Winston chéri, je dois avouer que j'ai remarqué un changement dans ton attitude. Tu n'es plus aussi gentil qu'autrefois. Je ne peux supporter l'idée que ceux qui servent le pays et te servent ne t'aiment pas autant que je t'admire et te respecte. Quand il est devenu Premier ministre, elle était la seule personne au monde à pouvoir lui dire la vérité sur les choses, lui dire quand il se trompait. On n'a pas la réponse de Winston, mais sans doute qu'il l'a écouté. Vous savez,